Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le premier signature entre Alger et Rome de 16 accords et mémorandums d'entente à l'occasion de la visite du président du Conseil italien à Alger. Des accords qui visent à renforcer une alliance stratégique globale entre les deux pays. Les Marocains appelés à manifester pour crier leur colère face à la poursuite de la normalisation des relations du Marzan avec l'entité sioniste. Le chef d'état-major sioniste arrive aujourd'hui à Rabat. L'Union européenne discute ce lundi d'un renforcement des sanctions contre Moscou. À la liste des sanctions s'ajoutent 2 propositions de la Commission européenne. Interdire les achats d'or à la Russie et inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'Union européenne. Au Pakistan, le parti du Premier ministre Imran Khan remporte des élections cruciales au Pendjab. Il appelle à des législatives anticipées. Le Premier ministre italien Mario Draghi a entamé aujourd'hui une visite officielle en Algérie où il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec lequel il a coprésidé la 4e haute commission mixte algéro-italienne. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés à cette occasion. Ils concernent entre autres les secteurs de l'énergie, l'industrie pharmaceutique et la justice. Souhila Kilal. 16 accords et mémorandums d'entente englobant divers domaines de coopération entre l'Algérie et l'Italie ont été signés ce lundi à Alger lors d'une cérémonie présidée par Abdelmadjid Tebboune et Mario Draghi en visite de travail en Algérie. Le président algérien et le président du Conseil des ministres italien ont signé le communiqué final sanctionnant les travaux du 4e sommet intergouvernemental algéro-italien. Ce sommet vise à confirmer le partenariat privilégié dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables. E rinnovo al mio amico Presidente Draghi, il Presidente Draghi, che quando abbiamo proposto all'Italia che saremmo il fornitore all'Europa per quanto riguarda l'energia solare e l'energia elettrica. Les accords concernent également la justice, la coopération dans le domaine de la diplomatie, les micro-entreprises et start-up, la coopération industrielle, l'industrie pharmaceutique, le développement durable, la prévention et la lutte contre la corruption et la protection du patrimoine culturel. L'Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie, est devenue ces derniers mois son premier fournisseur en gaz, après avoir été longtemps devancé par la Russie, d'où provenaient 45% des importations gazières de la péninsule. Durant ces derniers mois, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de l'Italie en énergie. L'entreprise algérienne Sonatrach a annoncé l'octroi de 4 milliards de mètres cubes de gaz dans le cadre de l'accord signé dernièrement. À noter que plusieurs pays se sont tournés vers l'Algérie pour réduire leur dépendance à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Et en conférence de presse conjointe avec le président du Conseil des ministres italien, le président algérien a affirmé que les relations entre l'Algérie et l'Italie sont fortes et qu'une convergence de vues existe sur toutes les questions d'intérêt commun. Abdelmadjid Tebboune a également indiqué avoir abordé avec Mario Draghi les questions régionales et internationales, notamment les dossiers libyens et sahraouis. Il a assuré que la crise libyenne ne saurait être résolue qu'entre Libyens sans aucune ingérence étrangère. Per quanto riguarda l'energia, devo solo dire che domani, se Dio vuole, ci sarà un accordo molto importante tra Occidental, l'ENI e Total di un ammonto di 4 miliardi di dollari che mira a
di fornire l'Italia بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي. L'Algérie est un partenaire très important pour l'Italie, que ce soit dans les domaines de l'énergie, de l'industrie ou dans le secteur des affaires. Ce sommet confirme l'importance de la coopération bilatérale privilégiée dans le domaine de l'énergie. Voilà, c'était donc le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le Premier ministre italien, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé l'augmentation de 4 milliards de mètres cubes supplémentaires du volume des livraisons de gaz à partir de demain. Et puis, toujours à l'issue du sommet intergouvernemental donc entre l'Algérie et l'Italie, les travaux du 4e forum économique algéro-italien ont été ouverts à Alger par le Premier ministre, cette fois-ci Ayman Ben Abdelrahman, et son homologue italien Mario Draghi, en présence de plusieurs membres des deux gouvernements, ainsi que des représentants des différents organismes commerciaux et économiques respectifs et des hommes d'affaires des deux pays. Je tiens à préciser que l'Algérie est le premier partenaire commercial de l'Italie en Afrique et au Moyen-Orient. Le niveau des échanges commerciaux a atteint 8,5 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre est appelé à passer à un niveau supérieur durant cette année. Les échanges bilatéraux ont déjà atteint 4,3 milliards de dollars durant les 5 premiers mois de 2022. Coopération toujours, cette fois-ci algéro-syrienne. Sachez qu'un conseil d'affaires algéro-syrien sera prochainement créé. Il s'agit là d'un pas de plus dans la consolidation des relations en vue d'accompagner la coopération entre les gouvernements des deux pays, notamment sur le plan économique. Nous le disions en titre au Maroc, alors que la contestation populaire se poursuit contre la normalisation des relations du Marzen avec l'entité sioniste, les accords d'Abraham ont déroulé le tapis rouge à de nombreuses personnalités sionistes. La dernière en date, celle du chef d'état-major de l'armée sioniste qui est attendu aujourd'hui à Rabat, outre les partenariats en matière de sécurité et de renseignement, et ce depuis la visite de Benny Gantz, le ministre de la Défense. Il y a un mois, l'entité sioniste, on l'observe, développe une politique de rapprochement à l'endroit de plusieurs nations arabes. Mais dans quel but? Élément de réponse avec Karim Bouaziz. Aviv Kochavi sera le premier chef d'état-major à se rendre officiellement au Maroc. Un voyage de 3 jours dont le but est la promotion de la coopération militaire et sécuritaire entre les deux territoires. Un atterrissage à Rabat accompagné d'une délégation de militaires de haut rang et qui devrait être reçu en grande pompe par les treillis marnaisiens. Une idylle et ses effluves de soufre que l'on compte bien faire savoir. La première émanation débuta d'ailleurs avec la visite d'il y a un mois du ministre de la Défense, Benny Gantz. Et par la suite, on a vu une fournée de personnalités de haut rang militaires ou stratèges s'envoler pour Rabat. À l'instar du chef de la délégation internationale des forces de défense armées, un certain Efi Defrin, ou encore le haut responsable militaire spécialisé de l'Iran, le dénommé général Kelman. Sans parler de l'exercice militaire African Lion, avec la direction prise en main par des hommes militaires officiant sous le drapeau du sceau de Salomon. Le Maroc, disons-le sans coup férir, est devenu le théâtre de jeu de l'Empire américain, dont le fer de lance est l'hydre sioniste. Mais en parallèle, le même hydre se départit quelque peu du cadre imposé par la politique officielle washingtonienne, en faisant son marché auprès de pays arabes pour constituer un front commun contre l'Iran. Rares sont ceux qui ont retenu que le même Aviv Kochavi s'est rendu en début d'année 2022 à Bahreïn en voyage officiel. Auparavant, le même avait tissé des liens lors d'un séjour dans les pays du Golfe avec des officiels qataris, en dépit des relations limitées entre les deux entités. Par la suite, en mars, cette fois-ci, c'est l'Égypte qui attire Kochavi pour une réunion officielle de militaires de haut rang arabe, dont le chef militaire saoudien. Une politique sioniste de la surenchère à l'endroit de l'Iran, dont l'option militaire n'est pas écartée, alors que le département d'État américain, de son côté, est davantage pondéré et soutient qu'une attaque préventive contre Téhéran serait l'ultime solution. Et puis concernant le projet de gazoduc marocain, la société russe United Metal Corporation a déclaré que sa participation au projet se limitait à la possibilité de fournir ses produits métalliques au gazoduc. La Russie qui n'envisage pas d'investir dans ce projet.
Après 2 semaines de réunions, les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international sont normalement terminées. Reste à savoir si la réponse du FMI sera favorable. Selon un rapport de la banque américaine Morgan Stanley, parmi les pays africains en négociation avec le FMI, la Tunisie est le pays africain le plus à risque pour obtenir un financement de l'institution financière. En Mauritanie, les transporteurs ainsi que les chauffeurs de taxi sont en grève depuis aujourd'hui dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Un débrayage décidé pour protester contre l'augmentation des prix du carburant par les autorités. Les automobilistes ont fermé l'un des plus grands échangeurs de la capitale et bloqué la circulation aujourd'hui. Et on reste dans la région pour évoquer cette fois-ci la situation en Libye. Le pays craint un retour des violences, une menace persistante en dépit des décisions de sécuriser le gisement pétrolier par la nomination de Farhat Ben-Guedara comme nouveau patron de la compagnie pétrolière libyenne. Les détails avec Leïla Gertal. Il semble que le feuilleton libyen n'a pas encore décidé de jouer son dernier épisode tant les acteurs influents sont nombreux et diamétralement opposés les uns aux autres. Ni les déclarations des politiques, ni les décisions du chef du gouvernement Abdelhamid Dbeibah n'ont apaisé la tension. Une tension qui monte sur le plan social et sur le plan politique, ça ne va pas mieux. Depuis la mi-avril, plusieurs gisements et terminaux pétroliers majeurs ont été fermés par des groupes de l'Est réclamant, je cite, une répartition équitable des recettes pétrolières. Sont venus donc se rajouter ou se joindre à la colère populaire. Le problème a été réglé par la nomination par décret par Abdelhamid Dbeibah de Farhat Ben-Guedara comme le nouveau patron du NOC, la Compagnie nationale de pétrole. Celui-ci a de suite déclaré la levée de la force majeure sur tous les gisements et les ports pétroliers libyens. Une décision qui était censée apaiser les tensions, mais il semble une fois encore que rien n'y fait. Car si Ben-Guedara a déclaré qu'il allait ramener les productions pétrolières à son niveau d'avant l'offensive ukrainienne, il n'est pas dit que les opposants de Tobruk allaient suivre et marcher selon la volonté des autorités de l'Ouest. Même si l'accord qui a valu la levée du blocus s'est fait en commun accord entre le gouvernement, la Compagnie nationale pétrolière et les manifestants. La Libye reste cependant sur un cratère de volcan qui risque d'exploser à n'importe quel moment, tant les ficelles sont tirées par des acteurs externes. Autre pays où les tensions s'exacerbent, le Soudan. Le bilan des affrontements tribaux survenus ces derniers jours dans l'état du Nil Bleu, situé dans le sud-est du pays, s'est alourdi à 65 morts et des manifestants ont envahi les rues pour protester contre ces violences. L'armée soudanaise a déployé samedi soir des véhicules blindés dans les principales rues de l'État, ce qui, selon les habitants et les témoins, a permis de ramener un calme relatif. Tout autre chose à présent, l'Union européenne discute ce lundi d'un renforcement des sanctions contre Moscou. Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se pencher sur 2 propositions de la Commission européenne. Interdire les achats d'or à la Russie pour aligner les sanctions de l'Union européenne sur celles de ses partenaires du G7, mais aussi inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'Union européenne. Et puis la reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort, estime le chef de la diplomatie européenne qui est arrivé à Bruxelles pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE consacrée justement à la guerre en Ukraine. Josep Borrell qui espère trouver un accord cette semaine pour débloquer le port d'Odessa. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord. So I hope, and I think I have a hope. J'espère et je crois que j'ai l'espoir que cette semaine il sera possible de parvenir à un accord pour débloquer Odessa et d'autres ports ukrainiens. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord. Ce n'est donc pas un jeu diplomatique, c'est une question de vie ou de mort pour de nombreux êtres humains. So it's not a diplomatic game. It's some issue of life and death.
Et de son côté, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu dans un centre de commandement de l'armée où il s'est entretenu avec des officiers participant à l'opération militaire en Ukraine. Il y a donné pour instruction de fixer comme priorité la destruction avec des armes de haute précision, de l'artillerie et de missiles de longue portée ennemis. Direction le Pakistan à présent, le parti de l'ancien Premier ministre Imran Khan remporte des élections cruciales. Le parti d'opposition, le Mouvement du Pakistan pour la justice, s'apprête à gouverner la province du Pendjab, mais peut également ouvrir la voie à des élections législatives anticipées désormais prévues pour octobre 2023. Naila Hamouda. Une victoire surprise pour l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Son parti a pris le contrôle de l'Assemblée d'État de Pendjab avec 16 des 20 circonscriptions, la province la plus peuplée et la plus importante d'un point de vue politique au Pakistan. La Ligue musulmane pakistanaise de l'actuel Premier ministre Shehbaz Sharif a remporté 4 sièges et un siège indépendant, selon la commission électorale. Quelques heures après son succès, Imran Khan appelle de nouveau à des élections nationales anticipées. Cette victoire signifie que le PTI va non seulement remporter les prochaines élections au poste du Premier ministre du Pendjab, prévues pour le 22 juillet, mais peut également ouvrir la voie à des élections législatives anticipées, désormais prévues pour octobre 2023. Des résultats considérés comme un test de popularité pour l'ancienne star internationale écartée par un vote de censure en avril dernier. Khan a attiré des milliers de personnes à des rassemblements depuis sa destitution, où il a accusé les États-Unis, alliés de longue date d'Islamabad, d'avoir fomenté une conspiration pour l'évincer. De son côté, Washington a démenti à maintes reprises les allégations d'Imran Khan. Le Pakistan, avec une population de 227 millions d'habitants, connaît de graves difficultés économiques. La crise énergétique menace une économie à court d'argent. Le Fonds monétaire international FMI a octroyé au pays un prêt d'urgence de 6 milliards de dollars cette semaine. Ce mois-ci également, Islamabad espère emprunter 4 milliards de dollars supplémentaires à des pays amis. Les prêts sont nécessaires pour éviter un défaut imminent sur les obligations internationales. On s'intéresse au climat dans cette édition. Plusieurs pays d'Europe enregistrent aujourd'hui de fortes chaleurs. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés en France, en Grande-Bretagne ou encore en Espagne. Une canicule due, vous le savez, aux différents changements climatiques qui touchent le globe depuis plusieurs années et contre lesquels le monde tente de lutter tant bien que mal. Justement, l'opération militaire en Ukraine ne doit pas entraver la lutte contre le changement climatique. Le chancelier allemand Olaf Scholz exhorte les nations industrialisées à respecter l'agenda international. Il faut agir rapidement pour garantir que l'action climatique reste en tête des priorités et que la situation actuelle ne soit pas prise comme un prétexte pour revenir en arrière. Notre continent africain est au cœur de ces défis climatiques et est plus affecté que d'autres régions, compte tenu de la spécificité de sa situation, de sa capacité limitée à faire face aux crises et du peu de fonds dont il dispose pour surmonter ces difficultés. Les récentes crises alimentaires et énergétiques ont exacerbé les défis auxquels les pays africains sont confrontés, en plus de la menace réelle que représente le changement climatique pour les pays du continent qui souffrent de désertification, de pénurie d'eau, d'élévation du niveau de la mer, d'inondations et de pluies torrentielles. Voilà, c'était le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il disait que l'Afrique était au cœur de nombreux défis climatiques, la désertification, la pénurie d'eau, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, encore les pluies torrentielles sont des situations auxquelles les peuples africains doivent faire face au quotidien. Abdel Fattah al-Sisi l'a souligné à Berlin à l'occasion du Petersberg Climate Dialogue, conférence internationale dédiée donc au changement climatique. Et puis on passe au sport avant de passer à la culture avec du handball tout d'abord. Le 7 national a obtenu cet après-midi le dernier billet de qualification au Mondial 2023 co-organisé par la Pologne et la Suède après une victoire difficile face à la Guinée sur le score de 27-26, une 5e place au championnat d'Afrique des Nations Égypte 2022 avec tout de même un goût amer.
Oregon 2022, c'est aussi l'événement sportif du moment pour les athlètes du monde entier. Alors que les Américains dominent au lancer de poids, l'Ouganda s'impose sur les 100 mètres. Retour sur cette journée riche en médailles avec Salah Faisal. Troisième jour du championnat du monde d'athlétisme, Katie Nagiot, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2022. À saut à la perche féminin, l'Américaine a décroché sa première médaille d'or au championnat du monde dimanche soir lorsqu'elle a remporté l'épreuve avec 4 mètres 85 cm. Sa compatriote Sandy Norris a eu l'argent et le bronze est revenu à l'Australienne Nina Kennedy. Un sprint passionnant dans la finale masculine des 10 000 mètres. Joshua Cheptegei a conservé le titre qu'il avait remporté à Doha il y a 3 ans pour rejoindre Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele Mofara, autant que vainqueur consécutif à l'épreuve de 25 tours. À la cloche, 8 athlètes en lice pour l'or, mais au final, 2 médailles pour l'Ouganda. Aux 10 000 mètres, une médaille d'or de Joshua, 27 minutes 43 secondes, et une médaille de bronze de Jacob Kiplimo. Le Kenyan Stalai Wetaka Mbur a décroché l'argent. L'Éthiopien Tamirat Tola a remporté le titre du marathon masculin avec un record du championnat de 2 heures, 5 minutes et 36 secondes. Pour le lancer de poids, Ryan Cruiser, Joe Kovac et Josh Autud ont balayé les médailles pour les hommes des États-Unis. Cruiser a gagné avec un lancer record du championnat de 22 mètres 94 cm à sa 5e tentative. Un riche programme pour le 4e jour, le marathon féminin, le 3000 mètres steeple, le 1500 mètres féminin. Yulima Rogers part en grande favorite du triple saut féminin. Moatez Bersham sera attendu à l'épreuve de son hauteur masculin afin d'arracher l'or pour le Qatar. Et retour en Algérie pour parler du nouveau roman de l'écrivain algérien Yasmina Khadra, Les Vertueux. Yasmina Khadra est en tournée en Algérie du 16 au 19 de ce mois de juillet. Aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale algérienne, une conférence de presse a été organisée par l'édition Casbah pour la promotion justement de ce nouveau roman, un roman très attendu par le public. Il est décrit par l'auteur lui-même comme étant son préféré de tous. On l'écoute. Cette année, j'ai passé 6 mois en Algérie. Donc, je reviens parmi les miens, je reviens me ressourcer. Je reviens puiser dans le regard de la jeunesse algérienne cette envie d'aller encore plus loin. Voilà, et puis c'est ma patrie, je n'en ai pas d'autre. Je n'ai qu'un seul passeport et il est algérien. Et je n'ai pas l'habitude de faire tellement de tapage autour de mes livres. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le constater par vous-même. Mais celui-là, il faut vraiment pas passer à côté. L'Algérie a une histoire. Elle a traversé des moments très difficiles. Elle a connu la colonisation sous divers drapeaux. Et puis elle a connu le terrorisme. Et elle essaie de connaître au moins l'aboutissement de tous ces sacrifices. Elle voudrait voir enfin sa tête sortir de l'eau. Et on est là justement pour l'aider à respirer l'air d'un temps meilleur, salutaire, bénéfique, sain. Les jeunes, il ne faut jamais vous dissocier de vos rêves. Parce que même si vous n'arriverez pas à le concrétiser, vous aurez au moins le mérite d'y avoir cru jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous fait avancer. Voilà, alors à bon entendeur, Les Vertueux, nouveau roman de Yasmina Khadra paraîtra donc en Algérie chez Casbah Éditions et à l'international chez les éditions Miale Barreau à partir du 24 août prochain. On rappelle que demain, l'écrivain sera présent à la maison de la culture de Tizi Ouzou à partir de 14h. Ce début d'été a connu un grand retour des festivals culturels, notamment en Europe. Des rendez-vous qui ont été annulés pendant plus de 2 années, vous le savez, pour cause de pandémie mondiale. Amira Bedja nous en parle. On commence notre tournée européenne par Paris. Plus exactement, dans la cour carrée de Louvre. Transformée en grande salle de projection à ciel ouvert, une centaine de spectateurs sont venus assister à l'avant-première de The Grey Man.
Alors l'idée c'est de créer l'émerveillement par le cinéma, c'est de transformer cet endroit en lieu de vie, c'est de faire du cinéma un moment joyeux, festif, ouvert au plus grand nombre. C'est un événement gratuit, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'à Paris, on a la chance de pouvoir organiser des événements dans des endroits qui sont tellement majestueux. D'autres activités de loisirs sont proposées, telles qu'un Kesset ou des points de restauration. Direction Anvers, la ville portuaire belge, où s'est déferlé ce week-end des dizaines de milliers de jeunes venus des 4 coins du globe pour assister à l'emblématique festival Tomorrowland, un des plus grands rendez-vous mondiaux de musique. Je viens de Perth en Australie. On fait partie des premières personnes à être sorties. Alors on a fait tout le chemin jusqu'ici pour ce festival. Ce festival en particulier, le meilleur festival du monde, sans aucun doute, incroyable. Créé en 2005 par 2 frères flamands passionnés de musique électronique, Tomorrowland est devenu l'un des 4 festivals du genre les plus importants du monde et considéré comme le plus gros en Europe. Pour cette édition qui intervient après la fin complète des restrictions sanitaires, quelques 600 000 personnes et plus de 200 pays sont attendus au cours des 3 week-ends du mois de juillet. On revient en France, mais pas très loin de la Belgique, en Bretagne, où les vieilles charrues fêtent leurs 30 ans. 30 ans, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas vu le temps passer, quoi. On a toujours l'impression d'être au début de l'aventure. On a vécu tellement de choses, ça se passe tellement vite chaque année que voilà, c'est une grande fierté d'être là toujours 30 ans après. On espère être là encore pendant les 30 prochaines années. C'est ce qu'espèrent aussi les festivaliers. Ils devraient être encore près de 300 000 cette année venus pour acclamer quelques 70 artistes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Ameziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News. À demain 19h.